Messieurs, dames, Tanguy Koki. Messieurs, dames, bonjour et surtout bienvenue dans votre émission Tanguy Koki. Nous avons l'honneur et le réel plaisir, il y a toujours Nabino comme d'habitude. Matata Pogno à Silingala, à Sambwe, à Sililokola Mungwa, na Katsabile. Au moment où je vous parle, procureur général près la cour constitutionnelle, Oya Kotsaki réquisitoire naye, bureau ya Bahati Lukwebo est s'activer déjà. Bahati Lukwebo bakomi mukanda pona ko saisir Matata Pogno azala pe accompagner na mutunaye po bayoka bango na bureau sur base ya ba oyo procureur général azali ko senga pona ko lever immunité naye. Vous devez savoir que likambo ya lever immunité e bandaki na plénière ba sénateur moko ba boyaka mais awa siko e comme na niveau ya Bahati. Alors Bahati ayant été saisi au moment où je vous parle, bureau a Tindeli Matata Pogno Mukanda et Matata Pogno a sengi na bureau 7 jours pour aya ko répondre le temps à Luka azala na ba donné mais Matata Pogno zolo ba kazana posa azwa ba donné nyoso malamu pour aya ko pesa yango mais autaki ko samba libosa ba sénateur Matata Pogno sili bande ko balandi. Au moment où je vous parle, prison pour naye komi pembeni pour bien dire pourquoi, puisque nous sommes en train de lutter contre les impunités. Au moment où je vous parle, vous devez savoir que la RDC azana kati a fêté 61 ans d'indépendance naye. Na parcours il y a 4 présidents se succéder na mboka na biso. Nous avons Kassavubu, nous avons Mobutu Sese Seko, nous avons Mouzé Laurent Désiré Kabila et nous avons Joseph Kabila et aujourd'hui Félix Tshisekedi. Tokoki kosala bilanini mboka na biso e matito e kiti. Poison et komi kozala makasi na présidence bandeko balandi. Tozoye bate nani azana posa bomakuna to asala nini. Le chef de l'État Félix Tshisekedi na Rwanda ba signaki ba accord mais ba accord wana na pas ezana kati ya kopesa ba polémique ebele. J'espère que invité na zana na plateau tellement bo se plakana mingi akopesa makanisi na yepo na mboka na biso ekende liboso. Il s'agit bel et bien de Maître Eli Nkongolo. Maître Eli Nkongolo azali moko ya ba cadre to ba cofondateur bien sûr il y a parti notre beau pays oyo notre cher professeur de feu d'heureuse mémoire Ambroise Kamukuni Yabanaki Kokamba. Au moment où je vous parle, Bazao Bekaka Nakati a Union Sacrée, Bali Kosala Moussala Kitoko, Nakati a Union Sacrée. Maître Eli Nkongolo, bonjour. Bonjour, Ndeko Stéphane. Qui m'ezali, maître? Oui, qui m'ezali, Nangolo Nzambe. Toi, d'abord, qui est bonne fête à l'indépendance. Et si merci, merci Ndeko Nangai Stéphane. Mais il faut simba, puisqu'il y a quand même des gens qui se sont sacrifiés, qui ont accepté à un certain moment. Puisqu'il y a une de Stéphane, les années là où l'équipe se sacrifier pour les autres. Bien sûr que oui. Faut prêter, bamususu, bazouane fiske lobiko, comme Jésus-Christ notre Seigneur l'a fait. Et donc tokoki kobosana jour wangote. Et donc les alliés jour moko et rappel la kabiso makamobele, quand bien même que suite à l'événement Tilelo, Concorde d'Aratena, idée ou père, il y a indépendance. Très bien. Maître Eli Nkongolo, je ne souhaiterais pas tout banda, musika tout bandana no awakaka. Parce que tout bandana na le Cambodge indépendance. 61 ans après, la RDC sur le plan politique, dans domaine. Sur le plan politique, est-ce que évolution est celle de mon cannabis? Il faut dire, Ndeko Stéphane, que sur tout le plan, et d'ailleurs, avant de la plan politique, Congo et Zongi 61 ans Nassima. Plutôt que 61 ans, il avance. Zongi plutôt Sima. Ce qui est la qualité à Baron politique, au lendemain de l'indépendance, et même bien avant l'indépendance. Oyo babanda ekosisi na table ronde belgo-congolaise politique, économique, et puis suite même après indépendance à un certain moment les alaka baron politique ya boanya o bazalaka caractérisé par une certaine moralité, n'est-ce pas? Un certain dynamisme, cohérence et en un mot patriotisme, c'est-à-dire bolingo ya mboka. C'est ça même qui a poussé certains d'entre eux
il y a qu'on dit ma perdre même tina bavina bango. Et ce sens il y a patriotisme et limoi et sila et bunga complètement. Et que sans ce patriotisme, les lots sur le plan politique et limoi au profit il y a individualisme, au profit il y a intérêt partisan, au profit il y a individu. Sans il y a l'État ici là, c'est ce qui a fait même qu'à un certain moment il y a période d'existence dans Bisso Congo et l'Imoa Kozala considéré comme l'État, comme je l'ai toujours dit. C'est-à-dire le pays a été totalement miselé, réduit sur lui-même, au point de perdre même le sens d'être appelé un État. Et qu'à un certain moment Congo est qui État que sur le plan de papier. Et donc sur le plan politique, il y a eu un recul considérable, comme dans d'autres secteurs, n'est-ce pas? Dans la, après indépendance, aujourd'hui, sur base, il y a loi fondamentale où il y a hérité qui n'a pas belge, où il y a la première constitution d'Abisso, et loi fondamentale il y a 19 mai 1960 relative aux structures du Congo, où il y a qui mettre en place une institution politique, une structure politique, loi où il y a qui incomprise n'a pas homme politique à l'époque. Et donc, je vais dire qu'à ça vous et les autres. Simplement parce que loi est transposée qui est une institution belge dans le Congo. Alors qu'en Belgique, c'était un monarque, un roi qui régnait mais qui ne gouvernait pas. Mais loi dans le Congo, ça ne pouvait pas prendre de la place puisque conception et un pouvoir, justement entre parenthèses, traditionnel, où on pouvait avoir un chef fort, à ça vous ne pouvez pas s'imaginer, Azalaka Kawana, à gouverner. Raison pour laquelle nous étions dans le système parlementaire. Exactement. Régime parlementaire. Oui, nous étions dans un régime parlementaire moniste. Voilà. Ça veut dire que le gouvernement était responsable uniquement devant l'Assemblée, devant le Parlement. N'est-ce pas? C'est ce qui se diffère d'un régime parlementaire dualiste où il y a une double responsabilité de gouvernement. En même temps devant le Parlement et aussi devant le président de la République. Mais Kassavou n'a pas pu cautionner les choses de cette façon-là. Puisque au terme de la loi fondamentale, le Premier ministre, qui suit la majorité parlementaire, qui était Lumumba, avait la plénitude de l'exercice de l'action gouvernementale. Bien sûr que oui. Mais dans la pratique, ça posait problème, puisque le chef de l'État il s'est permis, il s'est lancé à poser des actes, il y a gestion quotidienne. Il y a l'État, en prenant des ordonnances qui allaient dans le sens justement de marcher dessus la loi fondamentale. Ce qui va créer une incompréhension totale et va accoucher de cette révocation réciproque sur base de l'article 22 de la loi fondamentale qui a été abusivement interprété par Kassavou, qui se réveille un petit matin et il révoque le Premier ministre. Lumumba, qui avait justement la majorité au Parlement, alors que Lumumba était là par le fait du Parlement, puisqu'il avait reçu la confiance de ce Parlement, dont il a été investi. Et pour le faire partir, il fallait préalablement obtenir sa déchéance au niveau du Parlement. Ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. Qui se retourne, il regarde et dit, mais moi j'ai la majorité, et sur base d'aucune disposition de la loi fondamentale, il révoque également Kassavou. On tombe dans ce désordre qui a perduré, vous connaissez, c'est notre histoire, et vous avez la maîtrise de la suite des événements, jusqu'au 24 novembre 1965, on tombe sous ces coups d'État militaires. Très bien. Justice. Justice, Lumumba a eu aussi à dénoncer justice moko ya bamindele na justice ya batomundu. Justice moko ezaki équitable te. De 1961 jusqu'à aujourd'hui, la justice na mboka na biso évolué puisqu'on a dénoncé chez le blanc qu'il y avait l'injustice entre nous-mêmes de 1961 à aujourd'hui. Justice. Oui, mais puisque sur le plan politique, on s'est limité qu'à l'époque de Lumumba. On s'est limité qu'à l'époque de Lumumba. Et donc, très rapidement, déjà quand l'autre prend le pouvoir par cette façon-là, c'est-à-dire les recours aux forces comme... si je comprends bien, on a parlé de Lumumba, exactement. On a parlé de Mobutu, José, Félix. Et puis, vas-y.
la période sombre de notre histoire avec Joseph Kabila. Vas-y, qu'on en parle de toute façon. Et donc, après... Donc, si je comprends bien, on peut évoluer sur trois aspects. Exactement. Évoluons sur trois aspects. Quatre. Prenons politique, sécurité, économie et justice. Exactement. Vas-y. Exactement. Et donc, politiquement, quand Mobutu prend les affaires, et déjà, au début, quand il se lance aux affaires, il suspend la constitution qui était en vigueur. Et donc, la constitution du 1er août 1964, qu'on a toujours appelé abusivement la constitution de Louabourg, puisqu'elle a été rédigée à Louabourg. Louabourg, c'est l'ancienne ville aujourd'hui, Kasaï centrale. Occidentale, dans son ensemble à l'époque, l'actuelle ville de Kananga, qui est la capitale de la province de Kasaï centrale. Très bien. Et donc, il suspend cette constitution et il gère le pays d'un bras de fer, en dehors de tout texte, sur base des humeurs, jusqu'en 67, où on soumet un projet de constitution au référendum. On adopte quand même cette fois-là la constitution du 24 juin 1967 qu'on a appelée révolutionnaire. Mais déjà, vous comprendrez que dès 65, en 67, nous avions vécu une période de vide juridique. Or, quand on est dans une sorte de vide juridique, ce sont les humeurs des individus qui l'emportent sur les règles des droits. Et donc, le pays est géré sur base de rien, jusqu'en 67. Et nous avons cette constitution de 67 qui semblait quand même remettre un peu des choses en ordre et en respectant certains principes du constitutionnalisme. Le constitutionnalisme veut dire la démocratie, l'état de droit, la bonne gouvernance, bref, mettre l'être humain au centre de l'action gouvernementale. Puisque tout ce qui est fait et tout ce qui doit être fait doit avoir pour finalité le bien-être de l'individu. Voyez-vous? C'est ainsi que quand vous pouviez tout faire, vous pouvez tout dire, mais si au fond l'être humain n'a pas sa place, c'est-à-dire au fond rien n'est en train d'être fait. Et avec cette constitution, les choses n'ont pas aussi politiquement marché, puisque le règne c'était un règne militaire, avec les hauts commandements militaires, dont Mobutu était en tête. Et que les politiques, comme toujours, se sont mis à se comporter dans une sorte de la transhumance politique, le nomadisme politique. Demain, ils sont à l'IDPS, et après, demain, ils sont chez MPR, après, ainsi de suite. Nous arrivons en 74 où on barre, donc Mobutu, avec son régime, met fin au multipartisme et institue l'MPR comme parti-État. Tu connais l'histoire. Très bien. Et on met et donc de côté les autres formations politiques, alors que la constitution de 67 prévoyait des partis politiques, donc le bipartisme. Mais quand on arrive en 74, avec cette loi constitutionnelle qui semblait porter révision de celle de 67, on met de côté les autres formations politiques, on institutionnalise l'MPR. Et les organes de l'MPR substituent tous les organes de l'État. Et à partir de différentes révisions constitutionnelles de la Constitution de 67, on arrive à mettre fin, en fait, à la République et on instaure une sorte de monarchie. Et ça, c'est une période que nous qualifions d'une intermède monarchie. Et cette monarchie fait en sorte que Mobutu devient l'homme seul. Comme nous avions vécu justement avec Joseph Kabila à un certain moment dans ce pays. Il devient homme seul. Il est en même temps tout avec le pouvoir exécutif. Le pouvoir judiciaire est quasi inexistant puisqu'il faudrait qu'on en parle de toutes les façons. Il est inféodé, il est muselé, il est même mis en sac. Le pouvoir judiciaire est quasi inexistant. Ce sont les organes du MPR qui substituent les organes de l'État. Alors que vous le savez comme moi, que les partis politiques sont faits des privés, qui n'a rien à voir avec la République. Au point que les institutions du MPR étaient devenues de droit les institutions de la République. Bref, la République a été privatisée. Exactement, puisque les institutions de la République n'existaient que sur papier. Très bien. Voyez-vous, n'existaient que sur papier. Ouais. Tout était décidé au bureau politique du MPR, les comités centraux. Il y avait même des organes législatifs du parti qui légiféraient
honneur pour le président fondateur du MPR, qui était des droits président de la République. À une certaine époque, on dira que Mobutu avait démissionné, mais constitutionné, ça va tirer attention. Je prends congé, il y a MPR. Exactement. Vous devez vous choisir vos dirigeants. Exactement. Mais, entre-temps, il y a maintenant qu'on président de la République, il faut être le président fondateur. Exactement. MPR. Mais il avait pris congé du MPR. Exactement. C'était une démission que les gens n'ont pas eu à capitaliser. Exactement. Et voilà. Mais c'était une sorte. Mais ça s'est dit, et ça a été dit justement à un début de démocratisation. Ouais. Avec les vents venus de l'Est, et avec l'effondrement de l'ex-L'Union soviétique, avec la période de la pré-Troïka, ainsi de toutes ces pressions qui ont mouvementé l'Afrique, vont faire en sorte que toutes les dictatures, puisqu'il faut dire que au lendemain des indépendances, les pays africains, la plupart des pays colonisés, avaient hérité des régimes parlementaires. Mais ces régimes parlementaires étaient incompatibles avec la conception des choses dans ces différents États. Et après ces régimes parlementaires, ça n'est suivi des coups d'État dans la plupart des États africains, y compris les Congo, n'est-ce pas, et à l'époque. Et ces coups d'État, les militaires qui sont venus aux affaires à travers ce coup d'État ont eu, cherchant à se détacher des régimes hérités du colonisateur, mettre en place un régime de type présidentiel qui donnerait un peu plus de pouvoir au président et faire de lui un actif plutôt qu'un passif dans des régimes parlementaires. Mais malheureusement, ces régimes voulus présidentiels ont basculé vers des pratiques présidentialistes. Les pratiques présidentielles, c'est-à-dire la déformation des régimes présidentiels, ce qui amène vers l'autoritarisme, vers la dérive dictatoriale. Très bien. Et c'est ce qui nous a Et ces dictatures, toutes ces dérives dictatoriales ont conduit, ont poussé les peuples africains dans son ensemble à réagir. L'Église catholique, les groupes de pression, ainsi de suite, c'est ce qui a conduit à ce qu'on a appelé justement les conférences nationales qui a commencé au Bénin et dans d'autres États africains. On y a notamment les Congo avec une conférence nationale souveraine qui n'a presque rien donné, alors que chez les autres, ces conférences ont quand même lancé des bases, puisque aujourd'hui, quand vous allez au Bénin, la constitution béninoise se réfère aux résolutions qui ont été prises à la conférence nationale béninoise à son temps. Mais aujourd'hui, nous avons les textes que nous avons, nous ne savons pas où est-ce que nous tirons le fondement. C'est Sun City. Mais c'est ça le problème. Quand vous êtes à une constitution tirée source là-bas belligérant. C'est ça le problème. Bon, imaginez-vous les reflets que vous avez des bergers là, c'est-à-dire ceux qui ont marché sur les vies des paisibles citoyens et se mettre autour d'une table pour vous faire une constitution. Mosé, je n'ai pas trop parlé de lui. Mosé, je n'ai pas trop parlé de lui. Règne Kabila. Oui, mais quand Mosé arrive de cette façon-là sur les chars et puis tout ça, il y a ce qu'il y a. Et puis, à un certain moment, il se rétracte. Il s'est dit qu'il était nationaliste. Il crée même ce qu'on appelait service national, ainsi de suite. Il lance ce qu'on pouvait faire pour ne pas trahir la République, ainsi de suite. Mais la page sombre s'ouvre justement avec l'arrivée de Joseph Kabila. La page sombre. La plus sombre, comme je l'ai toujours dit, que Joseph Kabila, moi je l'ai toujours considéré comme une malédiction pour cette République. Excusez-moi, mais j'ai toujours eu le courage de le dire, puisque j'ai des arguments pour démontrer, prouver cela. Il faut aussi dire déjà que l'économie, à la période de Mobutu, écoutez, les maîtres mots, c'était les pillages, la corruption, avec tous ces coloraires que vous connaissez. Et on revit justement cette période avec l'arrivée au pouvoir de Joseph Kabila, qui arrive d'ailleurs d'une manière mystérieuse, n'est-ce pas? Après l'assassinat, jusqu'ici, inconnu de notre peuple, puisqu'il n'y a que peut-être ceux qui ont succédé aux affaires, et que peut-être les Américains, avec l'administration Clinton, à l'époque, les Belges, y compris, qui détiennent les secrets de l'assassinat de Mosé Laurent Désiré Kabila. Puisque jusqu'au jour d'aujourd'hui, notre peuple, je vais ouvrir une brèche. En 2007, moi je suis en 3e année de graduat, en 2007, à l'université de Kinshasa. Je suis chef de promotion. Dans le cadre de notre stage académique, nous nous dirigeons à la prison de Makala. Et là, l'occasion faisant larron, nous exigeons de devoir rencontrer Eddie Capin.
je les rencontre. Je pense que s'il nous suit, il n'a qu'à se rappeler. Nous les rencontrons avec un groupe d'amis et étudiants. Moi-même, je les rencontre en présence des amis. Vous savez, en tant qu'étudiant, on était très audacieux. On pouvait poser toutes sortes de questions sans se gêner. Ouais. Et moi, je lui pose pratiquement la question de savoir s'il pouvait nous dire la vérité sur la mort de Mosé Laurent Désiré Kabila. Et Di Capel me regarde à plus de 5 minutes. Il me dit, regarde fils, moi je suis un militaire. J'ai été condamné à mort. Quand on condamne un militaire à mort, on l'exécute. Mais allez-y poser la question à Kabila. Pourquoi jusqu'ici, je ne suis jamais exécuté? Ça c'est Di Capel. Je l'ai dit en mettant ma main sur cœur. J'ai dit, nous sommes en 2007. Et j'ai des amis avec qui nous l'avions rencontré, puisqu'à l'époque nous étions dans le cadre de notre stage professionnel. C'est trop profond là. Et par la suite, il nous dit, écoutez, tôt ou tard, j'écrirai. Même si je ne peux pas sortir de cet endroit vivant, mais je finirai par écrire, ainsi de suite. On était encore, que peut-être tout gamin, on ne comprenait pas beaucoup de choses. Mais cette réponse m'a toujours donné beaucoup de réflexions au jour d'aujourd'hui et à un certain moment. C'est pour autant dire qu'il n'y a que ceux qui ont succédé aux affaires et ceux qui ont comploté dans cet assassinat odieux qui en détiennent les secrets. Ça, c'était une parenthèse. Alors, Kabila arrive, il coalise avec tous ces Rwandais, avec les RCD, avec tous ces gens, ainsi de suite, puisque Moussa a été combattu simplement parce qu'il ne voulait pas, après avoir compris que les autres avaient des agendas cachés, à intégrer tout ce monde dans l'armée nationale. N'est-ce pas? Mais quand il arrive, aussitôt, c'est puisque les RCD étaient composés des anciens militaires du FPR, Fonds patriotique rwandais. Du Rwanda, avec Kagame en tête. James Kagame, oui. Exactement. Voilà. Et tous ces militaires sont versés dans l'armée nationale. Et je l'ai toujours dit, cher Stéphane, notre malheur, à un certain moment, c'est nous-mêmes. Puisque quand vous observez, après cette histoire de Sun City, tous les militaires qui étaient avec Mbemba, tous les militaires qui étaient avec les autres composantes, n'est-ce pas? Vous ne trouverez aucun de ces militaires, à un certain moment de notre histoire, occuper une quelconque fonction dans cette république. C'était tout. Donc l'armée nationale a été supplantée, remplacée par l'armée du RCD et GOM. Dans l'entretemps, ces infiltrations ont fait justement à ce que notre armée soit totalement détruite et anéantie. Il s'ouvre, ce qu'on a parlé, l'ouverture au monde, alors que Mosé était fermé sur lui-même et tout ça. Mais à quel prix? Au bradage justement de nos ressources naturelles. Kabila reste aux affaires pendant 18 ans, dans une page la plus sombre de notre histoire. La page la plus sombre de Kabila. Pourquoi vous dites que Kabila, c'est la page la plus sombre de notre histoire? Je vais vous donner des petits exemples pour permettre à ceux qui nous suivent de nous comprendre. Déjà au niveau de l'armée, je vous fais voir ici que Kabila est le seul à avoir détruit cette armée en remplaçant l'armée nationale. Tous les ex-phrases ont été épirés, vous le savez. Ici à Kitona, on les a épirés, tous ces ex-phrases. Alors que le Congo avait une armée la plus forte de l'Afrique. C'est vrai que quand Mosé arrive, il met Kabarebe comme chef d'état-major, les infiltrations commencent ainsi de suite. Mais quand l'autre arrive, il matérialise, justement. Il matérialise. On met tout le... Or, un pays qui n'a pas une armée quasi inexistante, comme nous l'avions vécu à un certain moment, sans diplomatie, c'est un pays appelé à disparaître totalement, cher Stéphane. Et ça a été fait. Je ne vais pas parler du système éducatif. Je l'ai toujours dit. Vous avez vu des professeurs d'université en train de ramper comme des serpents et des jeunes gens en train de chanter à la gloire d'un individu et un professeur d'université en train de ramper. Vous les connaissez, c'est connu, les images ont eu à circuler à son temps. Kabila arrive, il fait 18 ans aux affaires, sans construire un palais présidentiel. Mais il est réussi. Il est réussi quand même à construire toute une ville pour lui-même. Peut-être que vous n'avez jamais été à Kingakati. Non, j'ai été plus de 3 fois. Et vous vous rendez aussitôt compte que l'eau coule
sans interruption. Ouais. Que vous avez un courant 24 heures sur 24. C'est très propre. Vous avez des routes à Kingakati asphaltées que vous n'avez pas dans cette ville. Il y a même l'aéroport là-bas. Pendant 18 ans, ouais. le gouverneur de cette ville n'a jamais eu une résidence. Mais les gens, c'est-à-dire que les maîtres mots dans ce régime, c'était justement la corruption, avec comme horreur les pillages, la destruction. L'État qui avait autant d'immobilier aujourd'hui, et regardez après le départ de Mosé Laurent Désiré Kabila, Mobutu et puis Mosé, qu'on vous donne la liste des maisons de l'État congolais, ici à Kinshasa par exemple, n'est-ce pas? Comparez cette liste avec la réalité actuelle, puisqu'il y a eu même des ministres de cette république qui ont occupé, qui ont privatisé, qui ont occupé des maisons de l'État sur le boulevard du 30 juin ici. J'ai été le premier à les dénoncer à travers des émissions. Bien sûr. À plus d'une fois. Pendant 15 ans, Stéphane, je suis en train de te donner des exemples plus de manière isolée. Pendant 15 ans, le GoPass a été payé dans ce pays. Les vols internationaux, au départ comme à l'arrivée, c'est 50 $. Les vols internes, c'est 15 $. Pendant 15 ans, on a semblé nous faire croire qu'on était en train de construire des aéroports. Tu es congolais comme moi, tu as été déjà à Kananga. Bien tu sûr. vois l'aéroport qui est là-bas. Tu as été menacé déjà, par une dette d'érosion déjà. Tu as été déjà dans les Bandundu, non loin d'ici. Il y a l'aéroport là-bas. Je ne sais pas s'il y a même un aéroport là-bas. Ça semble à quoi là-bas? Et on nous dit, on a construit, je ne sais pas moi, les tours ou la tour de contrôle, tout ça, ici à l'aéroport d'Indili. Quand vous vous envolez, 10 minutes après, les pilotes perdent les contrôles avec ces tours de contrôle qu'on vous a construit ici, où des milliards de dollars ont été... Ils perdent les contrôles. Ils perdent les contrôles, c'est-à-dire il ne sait plus quoi faire, c'est sa boussole qui l'indique où il voit, mais il n'a plus de contrôle. Là, il se dirige vers Brazzaville. Juste après 10 minutes de décollage, vous perdez les contrôles avec ces tours. N'est-ce pas? Et quand vous allez à Lomé, le petit aéroport de Lomé est de loin plus international, puisque nous n'avions pas des aéroports. J'ai suivi des révélations qui scandaleuses par le truchement de l'actuel ministre des Transports, qui est un aîné à moi de longue date, avec qui j'entretiens de très bonnes relations. Je parle de Chéribé Okende, qui atteste devant les sénateurs qu'aucun de nos aéroports, c'est-à-dire en commençant par Ndil, n'a jamais été certifié par OACI, c'est-à-dire Organisation des Aviations Civiles. Voyez-vous? Et nous sommes dans une liste la plus noire. C'est-à-dire des milliards et des milliards de dollars. Il y avait une maquette qui a été posée là-bas. Mais ça, c'est du village, ça. Vous parlez, ça un aéroport international. Qu'est-ce qui a été construit ici? Qu'est-ce qui a été... Non, mais est-ce que c'est la... J'ai connu la maquette. Oui, mais vous parlez... Mais c'est ça. Puisque les 5 chantiers avec Joseph Kabila ont été matérialisés, justement à Kingakati. Je vais vous donner un autre exemple, cher Stéphane. Quand vous allez à Bukavu et puis tout ça, vous avez un hôpital qu'on appelle Mama Sifa. Vous avez aujourd'hui un hôpital qu'on appelle Mama Olive Lembe. Ici, je respecte beaucoup de dames. Côté Scellé. N'est-ce pas? Mais vous avez déjà été à l'hôpital de référence Mama Yembo. Vous savez dans quel état Mobutu a laissé cet hôpital? Et quel est le centre? On nous a menti avec cette histoire de l'hôpital de 50. Non. Ces bâtiments ont existé. Ce sont des peintures. 50 pour exposer un cadavre là-bas ou un corps, ça vous demande 500 $ par heure. Oui, mais moi j'ai été là-bas. 50 exposer un corps. J'ai amené les corps. Une famille éprouvée, une famille affaiblie, pour exposer un corps là-bas pendant 1 heure, c'est 500 $. Oh Seigneur my God, je ne vais pas trop parler puisque ça risque de me créer de l'estomac. Économiquement, la RDC sous Joseph Kabila, la page la plus sombre encore. Mais c'est-à-dire que je vous ai dit ici que les maîtres montrent surtout les pillages. Très bien. Le pillage. C'est-à-dire que tout le monde, c'est-à-dire c'était un régime de prédateurs, un régime en fait des juiceurs, de pilleurs, de destructeurs. Vous pouviez me citer un seul qui a été avec Joseph Kabila, qui continue à être pauvre aujourd'hui, n'est-ce pas? Vous pouviez m'en citer un seul? Aucun. Aucun. C'est-à-dire que c'était un régime de juiceurs, cher Stéphane. Un régime de juiceurs. Les gens se sont mis justement à piller même la République. Puisque aujourd'hui,
toutes les espaces verts qu'on avait, des terrains de football qu'on avait ici à Kinshasa. Allez-y, ces terrains ont été substitués. Ce sont des immeubles qui ont poussé à un certain moment comme des champignons. C'est-à-dire que Kabila reste aux affaires, en train de régner justement comme un roi, mais sans gouverner, puisque Kabila n'a pas gouverné. C'est ainsi que on pouvait avoir des directeurs de cabinet plus puissants dans cette république. On pouvait avoir des gouvernements parallèles où on avait des hommes les plus puissants. Les entreprises publiques, tu le sais comme moi, que ces entreprises ont été même partagées à des individus. Moi, je connais des entreprises où, quand vous allez là-bas, on vous dit non, non, ici, c'est maman qui engage. Vous allez là-bas, on vous dit non, non, ici, c'est la grand-mère qui engage. Les entreprises... Ici, Dada. Oui, Dada. Dada avec le marché de liberté. Vous avez vécu ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les révélations démontrent qu'il y a eu un scandale. Et que la République, la justice, n'en parlons pas. Misez-les. Quel est ce magistrat qui pouvait lever son petit doigt? Quel est ce magistrat qui pouvait avoir le courage qu'ils ont aujourd'hui d'inviter même un ministre, même un ancien ministre, non, mais non. Les politiques. Mais ces députés ont été clocharnisés. Et il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire. C'est-à-dire qu'en un mot, Kabila a été une malédiction. La page la plus sombre de l'histoire. Très bien. Mobutu au début, Mobutu, ce sont les autres qui lui ont fait voir à un certain moment qu'il pouvait être ramené au rang d'un petit dieu. Mais au début, ceux qui ont vécu les années Mobutu, et même jusqu'à la fin de son régime, Mobutu a laissé autant des entreprises dans ce pays. Mobutu a laissé l'hôpital, prenons seulement l'hôpital Mama Yembwe, n'est-ce pas? Moi, j'ai été à l'université de Kinshasa. J'ai été même dirigeant des étudiants, parce que j'étais maire général, on me dit. Je ne peux pas vous dire dans quelles conditions. Vous entendez parler du Homme 40 à l'université de Kinshasa. Il n'existe pas une résidence qu'on appelle Homme 40 là-bas. C'est-à-dire que c'est la brousse où les étudiants allaient faire leurs besoins là-bas. Horrible. Voyez-vous? Merci beaucoup. Évoluons, maître. Chers compatriotes, vous avez compris que to solo li penza makambo sur 61 ans, il y a RDC, maître Li Nkongolo à brosser ou bien à peindre tableau moko très sombre. Il a même dit que Kabila c'est la page la plus sombre de l'histoire de la République démocratique du Congo. Chers Congolais, ça fait très mal et c'est très horrible. Mais acceptez qu'on continue. Matata ponyo na uti koloba awa na ibandeli que niveau na yesikoyo ya kokangama tango ya kokangama pona matata ponyo ekoki on Nathalie montre dans le bitango koki Mama Pépé de France. Merci beaucoup. Matata tango ekoki bakangama siko. On peut dire quoi maintenant? Les sénateurs baboyaki ko voter lever à motion bazali na soni to bazali kaka na makasi. Oui, avant de dire un mot sur Matata Ponyo, il faut également dire que c'est comme ça que avec cette dérive dictatoriale, avec la disparition de l'État, avec cette urgence, puisqu'on était dans ce qu'on appelle péril en demeure, les gens se sont levés, les marches, ainsi de suite. Il y a eu des morts, il y a eu des sangs. C'est comme ça qu'on pouvait comptabiliser des Tchebeya, des Mukendi, et tout ce que tu connais, ainsi de suite. Kapangala, jusqu'à ce ils sont un peu nombreux. On arrive à ce qu'on a appelé alternance. Alternance, et puis on a un régime d'état de droit aujourd'hui. De pouvoir. Avec Félix Antoine Tshisekedi. Pourquoi on a appelé ça civilisé? Puisque la passation civilisée ne peut pas être précédée par de bains de sang. N'est-ce pas? Puisqu'il y a eu des sangs. Et on ne peut même pas parler de l'alternance pacifique. Pas du tout. Pas du tout. Non. Pas du tout. Non. Pas du tout. Ouais. Je pense qu'il faut chercher les concepts qu'il faut. Ce sont des choses qui ont été inventées pour raison de la cause. Alors, ce qui arrive dans ce contexte-là aux affaires, n'est-ce pas? Tout est fait. De l'autre côté, c'est Fayoul qui crée son orchestre, alimenté par les autres. La Mouka Nouvelle Écriture, avec comme générique Vérité désirée, qu'on lance sur le marché, alimenté par les autres. Simplement parce que, pour faire voir à Félix Tshisekedi que si vous êtes là, c'est puisque nous l'avions voulu. Pour les minoriser, l'affaiblir et ne pas le mettre dans les conditions
justement de faire changer les choses. Mais dans l'entretemps, quand Tshisekedi effectue un petit déplacement, le matin, c'est les émissaires de Kabila qui les suivent le soir. Il est espionné. Et vous savez, il y a eu beaucoup de choses, jusqu'au point que toi et moi, jusqu'ici, nous ne savons pas dans quelles conditions, par exemple, le général Delphin Kayimbi a été tué. Ce qui dit arrive dans ce contexte-là. Il n'a ni député, l'armée est contrôlée par ceux qui ont fait 20 ans aux affaires, bien avec sûr. Tout ce qu'ils ont eu à piller, et puis il est devant un dealer, n'est-ce pas? Comment gouverner sans député, sans armée? Est-ce que faudrait-il s'occuper d'abord de sa propre sécurité et avant, et l'homme s'est fait à un certain moment ce que les Kinois appellent Kosa Kozala Kizengi, n'est-ce pas? Il adopte une attitude où il est traité de tout le monde. Vous aviez même suivi certains adeptes de M. Kabila à l'époque. Rappelle-toi de l'histoire, ils ne vont pas nous intimider. Il y a eu beaucoup de choses. Bien sûr, avec M. Chadari. Il y a eu beaucoup de choses. Moi, je n'aime pas citer les noms de médiocres. Ça, c'est dans mes principes, je n'aime pas citer. Alors, il y a eu ce qu'il y a eu là, mais l'homme prend sa réserve. L'homme se rédit sur lui-même. Il prend le temps d'observer. Mais à un certain moment, il s'est dit, écoutez, non, maintenant il faut changer les choses. Et la mémoire, le cerveau qui a été ravi aux députés, que j'ai cessé de qualifier des inutiles au mieux, on leur restitue ça. On leur fait voir, soit c'est la nation, ou soit c'est l'autorité morale. Or, la seule autorité morale qu'on peut avoir dans une république, c'est le peuple. Puisque le pouvoir vient de ces peuples. Et le peuple, puisque la morale, vous savez, on peut vous condamner aujourd'hui en justice, la justice humaine, et que demain peut-être on vous dédouane. Mais la justice morale, elle est trop dure, puisque la moralité, c'est vraiment un problème, n'est-ce pas? Et les gens reviennent au bon sens. Ils se battent, ils dédouanent tous ces députés nationaux. Et sur qui ils pouvaient quand même compter pour faire la République. Ils les regardent, ils disent, mais nous ne pouvions pas construire sans une justice. Comme je l'ai toujours dit, Stéphane, la justice doit être considérée comme la colonne vertébrale. C'est comme toi, là, si tu as un problème avec ta colonne vertébrale, avec ta meilleure de veste que tu portes aujourd'hui, tu ne sauras même pas la porter, ni te tenir debout pour venir justement parler de la République que tu as tant servi et que tu aimes tant. Et donc, la justice, en tant que telle, ce que dit se réalise, qu'il fallait activer la justice, qu'il fallait cet État qui a été muselé, absorbé, excusez-moi, je reviens toujours sur ce terme, il fallait que l'État se métamorphose, que l'État qu'on ne sait pas voir, mais qu'on pouvait voir à travers ses services. Il fallait activer comment contrôler les finances publiques à travers l'IGF. Il fallait. Maintenant, ceux qui avaient absorbé cet État, n'est-ce pas, manifestent une sorte de résistance devant l'État qui est en train de se métamorphoser, qui est en train de ressortir, n'est-ce pas? Et il ne se limite pas là. Il dit, mais il faut jeter un coup d'œil au sein de l'armée, puisque je suis commandant suprême des forces armées. Il lance l'état de siège, et aujourd'hui, toi et moi savons comprendre que dans cette armée, non seulement nous avons des officiers là-bas, qui travaillent pour le compte de ceux qui marchent sur... Il y a eu même deux officiers qui ont été arrêtés à cause de la mafia organisée. Oui, il faut remonter jusqu'au sommet de l'armée. Puisque comment le chef d'état-major général ne peut pas être au courant qu'il n'y a pas 25 000 hommes sur terrain et qu'il n'y en avait que 9 000 sur les 25 000. Même pas l'inspecteur général. Même pas l'inspecteur général. Il y a un problème. Lui qui est censé connaître le nombre de militaires. Il faut remonter les enchères. Qui gère les militaires et c'est lui qui gère les militaires sur terrain dans ses opérations. Il ne sait pas combien d'hommes il a avec lui. Et tout ça est détourné. Et au-delà de cet aspect des choses, Stéphane, tu le sais comme moi, que les munitions, les armes de guerre de notre armée sont détournées au profit des autres, au-delà de leur salaire, dans l'entretemps. Et aussi, ce qui est plus grave, c'est que les informations militaires, vous avez vu les scandales qui s'est passé en Grande-Bretagne, où on est tombé sur un petit papier où il y avait des informations militaires. C'est toute la République qui a bougé, n'est-ce pas? Les informations militaires sont aussitôt, et tous ces officiers militaires sont aujourd'hui
dans des affaires, ce sont des affairistes. Vous ne pouvez pas en même temps servir la République et en même temps vous servir vous-même. C'est-à-dire ce sont des affairistes. Merci. N'est-ce pas? Entrons maintenant. C'est-à-dire que il fallait justement à ce qui est ce souffle avec Félix Tshisekedi pour voir, ne serait-ce que aujourd'hui, un tout petit peu clair sur la gestion de la République. Mais ce n'est pas pour autant dire que nous devons baisser le main. En tant que Sénat Matata Ponyo, nous devons nous regarder devant le bureau. Moi j'étais... Vous savez, il y a des choses qui... Maintenant là je commence à souffrir de guerre. Puisqu'il y a des choses dans cette République qui font tellement mal que quand tu as l'amour de cette République, tu ne peux pas résister un seul instant. J'ai été le plus malade à son temps quand les sénateurs, qu'on croyait justement reprendre leur cerveau et revenir au bon sens en tant que serviteurs de la République, ont refusé catégoriquement d'élever les immunités de M. Matata Ponyo et permettre, ne serait-ce qu'à la justice, de commencer un début d'audition. Mais ça a été, ça contredit, ça a mis à nu la personne de Matata Ponyo, puisque depuis le début de cette histoire de Matata Ponyo, je ne peux pas vous dire combien ce monsieur débourse en termes de conférences, de forums qu'il anime. On ne peut pas vous dire aujourd'hui combien Matata Ponyo débourse en termes de journalistes qu'il entretient, en termes des avocats, en termes de communicateurs, en termes ainsi de suite. Mais il est quelque part en dehors de la République. On l'a dit, non, non, moi je laisse, je pars, je dois aller répondre devant cette justice-là corrompue. Et Lengueti, l'inspecteur général des finances, anime un point de presse à travers lequel il dit, je sais qu'il est venu étouffer la justice. Il l'avait dit, oui. Vous vous rappelez? J'ai l'impression qu'il connaissait l'homme bien. Oui, mais il me semble qu'ils se sont connus, ça fait longtemps, ils sont peut-être des amis de longue date. Il dit non, il n'est pas venu répondre devant cette justice. Il est venu justement étouffer la justice. Et effectivement, il ne fait ombre d'aucun doute que ces sénateurs ont reçu de pots de vin. Et ils n'ont pas voulu lever les immunités. Puisque le Sénat, c'est l'un des organes. C'est comme toi, ton corps. Comment la main peut refuser de servir la bouche? Ça devient compliqué. Parce que c'est ça. C'est le corps de la République. Or, l'argent soupçonné détourné appartient à la République. Et comme je l'ai toujours dit, Stéphane, chez les autres, quand on dit que Stéphane a même détourné un pain qui appartient à la République, c'est-à-dire que tu y es exposé à l'opprobre social. Puisque cet argent, la maman, ma grand-mère qui vend des matembele au village, paye quittance. Quittance. C'est ça qui constitue les deniers publics. Et la petite parenthèse, encore plus pire, dans cette page sombre de Joseph Kabila, tu as suivi les scandales des cartes crédit ici. On vous dit que ce sont des pratiques. Mais on ne vous dit pas, oui, mais c'est pratique, oui. Mais on ne vous donne pas un exemple d'un autre pays africain, par exemple, le plus proche, qui est dans le même pratique. Mais on ne vous dit pas. Et honte à lui. Moi, si j'étais le gouverneur de la Banque centrale, j'aurais pu démissionner. Sans crainte, sans crainte, ni opprobre. Il passe aux affaires. Mais il explique des choses, je lis sa correspondance pour dire, écoutez, puisqu'il y a une loi de finances, et quand vous gérez la Banque centrale, vous gérez les finances de la République, vous devez vous conformer à cette loi-là. Mais quelle est la loi qui vous donne à vous le pouvoir d'octroyer des cartes crédit liées directement ou ayant des liens directement? C'est un cas qui me a aussi beaucoup dérangé. Voilà. Il y a un problème. Finissons avec Matata. Maintenant, Matata Ponyo, qui arrive, il fait ce qu'il a fait là, dans une sorte de médiocrité totale. Je me montre, je suis certains des amis qui se font passer pour ces conseils, qui racontent des choses à travers les médias. Mais je me suis toujours dit, les jours où j'aurai l'occasion de rencontrer les d'entre eux sur les médias, je pense qu'on fera tout pour
recadrer un peu les choses. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui font mal aux oreilles à des fois quand on les suit. Maintenant, aujourd'hui, en dépit de ce qui a été fait, puisque ce qui est vrai est que, à son temps, nous l'avions dit, les autres bonnes personnes l'ont dit, et que peut-être dans des termes le plus clairs possible, que Matata Poney a été en même temps ministre des Finances. C'est-à-dire que c'est lui qui ordonnait les dépenses publiques. Il a été en même temps le premier ministre. Il a été en même temps le gestionnaire direct de ces projets de Bukangalon. Mais comment voudriez-vous à ce qu'on ne vous demande pas ne serait-ce que des comptes? Comment voudriez-vous à ce que vous ne puissiez pas ne serait-ce que donner un débit d'explication? Puisque quand vous prétendez avoir géré en âme et confiance, en âme et conscience, comme il le prétend, mais venez aussi à rendre les comptes en âme et conscience. Voilà, maintenant il a demandé 7 jours. Maintenant ici, c'est logique, c'est conformément à l'article 107 de la Constitution de la République. Très bien. Qui veille à ce que, pendant les vacances parlementaires, un parlementaire, c'est-à-dire parlementaire, député, sénateur, oui, y compris, ne soit pas poursuivi, arrêté, détenu, et que sais-je encore, si par l'autorisation du bureau. Alors, je voudrais rectifier quelque chose ici. Ici, ce n'est pas Bahati Lukwebo qui a été saisi. Le bureau, c'est un organe. Ok. N'est-ce pas? Il ne faut pas que cette affaire soit mise sur le dos de Bahati Lukwebo. Ah bon? Comme, oui, comme je l'ai ouï dire, il y a peu, quand les sénateurs, en plénière, puisque la plénière, c'est justement l'organe suprême du Sénat, comme la plénière de l'Assemblée nationale. Voilà. Ça a été décidé en plénière. Ouais. En ce que je sache, il y a eu des députés qui se sont exprimés. Des sénateurs. Mais comme ces gens, vous savez vous-même comment tous ces sénateurs, quelques exceptions faites, sont arrivés aux affaires. Sans faute. S'il y a des élections qui ont été décriées dans cette République, c'était l'élection des sénateurs. Mais comment voulez-vous qu'un produit de corruption, n'est-ce pas, soit épargné de la corruption? Difficile. Hein? Puisqu'ils sont nés de la corruption. Maintenant, vous avez dit que ce n'est pas un problème de Bahati. Comme nous avons toujours dit, que nous sommes nés des pécheurs. Donc nous sommes des pécheurs. Merci. Donc, la corruption, c'est le produit de corruption. Et gouverneur. C'est ce qui fait que ces gens qui ont été imposés par la corruption, quand les gens ont pris de petites consciences, merci. Bahati, maintenant ici, ce n'est pas lié à Bahati, puisque le bureau du Sénat n'est pas réduit à la personne de Bahati. Bahati est président de ce bureau, président du Sénat. Mais le bureau est composé des autres membres. Ah, c'est pas lui qui va décider. Non. C'est le bureau plutôt. C'est le bureau. Les constituants parlent du bureau. Le bureau. Lisez l'article 7. C'est le bureau. Puisqu'on ne peut pas. Pas quelle magie, c'est le président du Sénat qui doit décider. Maintenant, les bureaux, conformément au règlement intérieur, ils ont un mode par lequel les bureaux statuent. Les bureaux composent, n'est-ce pas? Les bureaux statuent justement en rapport avec des différents cas, comme le cas Matata Poney. C'est ainsi que le bureau a été saisi. Maintenant, comme on ne peut pas écrire au bureau du Sénat, puisque le bureau n'a pas de personnalité morale, et que le bureau est représenté par la personne du président de ce bureau, de droit président du Sénat, c'est comme ça qu'on adresse justement la correspondance au nom du bureau, mais au président du Sénat. Comment ça va se passer là-bas? Alors, là prévoit quoi comme mécanisme de prise de décision? C'est les votes, c'est le consensus, c'est le président qui va décider. Non, le président ne va pas décider. Moi je pose la question. C'est le bureau, c'est-à-dire en âme et conscience. C'est le bureau du Sénat. Ici, mon cher Stéphane, c'est un problème de bon sens. N'est-ce pas? Oui. C'est un problème d'éthique. C'est un problème de responsabilité. Très bien. C'est un problème du patriotisme. C'est un problème de la République. Moi, je n'ai rien personnellement contre la personne de Matata Poney. Au-delà du fait qu'il a contribué à saigner
justement les trésors publics, au-delà du fait qu'il s'est enrichi indûment. Mais notre problème ici, c'est que s'il y a quelqu'un qui aurait détourné un seul centime de la République, que ce centime revienne à la République. C'est ainsi que les bureaux, eux, devant ses responsabilités. Si c'est par mode de consensus, si c'est par vote, les bureaux du Sénat, je crois, est composé de 7 ou 8 membres, quelque chose comme ça. Ils vont devoir statuer. Mais le président a une voix prépondérante. Espérons que la tricherie ne puisse pas aussi réduire. Oui, mais si Matata jouer en faveur de la justice, s'il a réussi, n'est-ce pas, à faire ce qu'il a fait avec tous les sénateurs, il est facile qu'il le fasse avec un bureau qui n'est que réduit. Et quand il vous demande 7 jours, puisque ces dossiers-là, les 7 jours, c'est 7 jours de propagande, on ne sait pas, vous et moi, de consultations, on ne sait pas vous et moi, puisque s'ils sont à 7, donc c'est les 7 jours de visite de cette maison. Ce n'est qu'une parenthèse. Merci beaucoup. Merci. Et donc, voilà, chers compatriotes, on a tout dit. Mon cher Stéphane, oui, très rapidement, une minute, oui, que nous devons aujourd'hui, en tant que Congolais, nous regarder en face. Nous regarder en face, construire un État basé sur deux valeurs, n'est-ce pas? L'État de droit veut dire aussi la distribution équitable des richesses nationales. Nous devons donner des emplois sur base des compétences. L'administration publique a été détruite et remplacée par des adeptes des partis politiques. Et aujourd'hui, l'État est quasi inexistant. Nous devons refaire l'administration avec des Congolais compétents et non des adeptes des partis politiques. Sinon, on continuera à faire du surplace. Merci. Que Dieu bénisse la RDC. Il s'appelle Maître Eline Congolo. À très bientôt. Tango Koki avec Stéphane Balamongue.